Bonsoir, bienvenue dans cette autre vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons eu à installer toutes les dépendances nécessaires pour notre backend. Donc, on va se lancer dans le développement de nos différents endpoints. Mais avant de le faire, on va essayer de voir les différents endpoints qu'on va développer pour notre API. Je pense au tout début de tout projet d'API REST, vous devez d'abord penser aux différentes opérations que vous auriez à faire, notamment côté backend, et essayer de documenter cela, voir les données qui seront requises en entrée et les réponses. Donc, on va voir cela. Je vous avais dit qu'il y a ici un fichier Word, To-Do App Design, où j'ai recensé l'ensemble des endpoints qui vont nous permettre de faire toutes les opérations sur les To-Do et sur les utilisateurs tels que la connexion et la déconnexion. Donc, j'ai le fichier, l'équivalent en PDF, donc je vais l'ouvrir. Et là, nous avons les différents endpoints ici. La catégorie dans laquelle le endpoint se rapporte, le auth required si l'authentification est requise pour accéder au endpoint spécifique, la méthode qui est la méthode HTTP, qui est le verbe HTTP pour interagir avec le serveur. Je veux vous donner un lien. En fait, je vais vous montrer toutes les méthodes, les différentes méthodes ainsi que leur utilité. Donc, par exemple, ici, vous avez le endpoint register, donc slash register. Ça veut dire que si nous tapons ici, par exemple, slash register, disons slash register, c'est vrai, on ne va pas le faire à partir du navigateur, on va le faire à partir de Axios qu'on va voir également lorsqu'on va aborder la partie front-end. Donc, lorsqu'on fait slash register, on n'a pas besoin d'être authentifié, d'où le nom. On va faire le post. Donc, quand on fait le slash register, c'est pour faire du post et c'est pour inscrire un utilisateur et les request data. Ici, vous avez les request data. Les request data, c'est l'ensemble des données qu'on va envoyer. Je vais voir si mon serveur est démarré. Je vais démarrer rapidement le serveur de notre application pour expliquer cela. Donc là, j'ai démarré l'application que j'ai présentée. Donc ici, lorsque vous êtes sur le endpoint register, ça veut dire que lorsque vous êtes en train de vouloir inscrire un utilisateur, vous avez besoin d'un certain nombre de données telles que le username, l'email, le mot de passe. Bref, on n'a pas besoin du mot de passe de confirmation. On a besoin de 3 informations, le nom d'utilisateur, l'email et le mot de passe. Donc, c'est ces données-là qu'on appelle les request data, c'est-à-dire les données qu'on va envoyer avec la requête. Et là, maintenant, on aura des response data. Ça veut dire qu'il y aura en quelque sorte une communication entre notre client ici, il est où? Notre client ici, c'est-à-dire cette application, et notre backend et notre API. Donc, je vais revenir où? Ok, même quand on est en train de se connecter, on aura 2 informations ou bien 3 à envoyer à notre API. Donc, les request data sont les data qu'on va envoyer avec la requête du client et les response data sont la réponse que l'API va retourner suite à l'exécution de notre endpoint. Donc, lorsqu'on va vouloir consommer le endpoint, on va envoyer, retenez bien, des données et on va recevoir des réponses. Et tout cela sous un format bien spécifique qu'on va voir plus en détail. Ok, pour les autres operations, vous avez le register, le slash register pour l'inscription, le slash login pour la connexion, le slash logout pour la déconnexion. Vous avez la description ici. Et les verbes HTTP, vous avez le post ici pour le login et le register et le get pour la déconnexion. Donc, je vais essayer également de vous montrer à quoi ça sert, sans toutefois entrer dans les détails. J'ai ici, vous avez sur developer.mozilla.org les verbes HTTP ou bien les méthodes HTTP.
vous avez le get. Par exemple, le get, la méthode get demande une représentation de la ressource spécifiée. Donc, c'est pour envoyer une ressource de notre serveur. Vous avez le head qu'on ne va pas utiliser. Vous avez le post. La méthode post est utilisée pour envoyer une entité vers la ressource indiquée. Cela entraîne généralement un changement d'état ou des effets de bord sur le serveur. Donc, lorsqu'on veut poster des données ou bien envoyer des données, on va utiliser la méthode post. Et à le put également, la méthode put remplace toutes les représentations actuelles de la ressource visée par le contenu de la requête. Donc là, c'est lorsqu'on souhaite faire une modification, le delete pour supprimer une ressource, le patch pour modifier une partie de la ressource. Donc, vous devez connaître bien ces verbes HTTP, mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, on va essayer d'aborder cela. Et aussi, vous avez dans les response data, vous auriez le statut en termes de code de réponse. On verra ça dans le format de requêtes plus loin en bas. OK. Les users operations, c'est-à-dire les opérations qu'on fera sur les profils ou bien sur les utilisateurs seront d'abord /profil avec un paramètre user ID. Donc, quand on va faire /profil /user ID, par exemple ici, lorsque notre requête sera de type localhost 3500 /profile /user ID, disons même 4, user ID 4, là, ça va nous permettre de retourner un utilisateur qui a l'identifiant 4. Et là, qu'est-ce qu'on va retourner? Qu'est-ce qu'on va envoyer? On va envoyer le user ID. Ici, on va envoyer 4. Qu'est-ce qu'on aura comme réponse? On aura le statut, le errors et le message. Donc, je pense qu'on a on va essayer de voir quand même tous les endpoints. On a l'autre endpoint profile user ID toujours. Cette fois-ci, on a un verbe différent qui est le put. Bref, on peut avoir les mêmes endpoints, mais les verbes doivent être différents. Donc, vous voyez ici, on a /profil /user ID /profil /user ID. Donc, l'autre sera en get pour retourner un utilisateur, l'autre sera en put pour modifier un utilisateur. Ici, on va envoyer toutes les données de l'utilisateur. Vous voyez qu'on est en train de remplacer complètement un utilisateur. C'est pourquoi on utilise le put. Si c'était un remplacement partiel, c'est-à-dire on modifiait par exemple juste le username, on devait faire le patch. Donc, réfléchissez bien à comment agencer également, comment utiliser, autant pour moi, ces verbes HTTP là. Donc, ici, on essaye de faire de notre mieux pour respecter les spécifications REST. Donc, on va envoyer toutes les données de l'utilisateur. Et là, on aura toujours en response. Vous voyez, j'ai essayé d'uniformiser les réponses. Donc, on aura toujours un statut, un dictionnaire d'erreur et un message d'erreur ou de succès. Ensuite, vous avez pour toujours le user operation, vous avez le / profile password reset avec le user ID. Là, c'est pour modifier le password de l'utilisateur. Donc ici, le hot require, on n'a pas besoin. Vous voyez, pour retourner un utilisateur, par exemple, on doit nécessairement être connecté pour que si jamais on fait profile /user ID, ça nous donne un utilisateur. Là, c'est si on souhaite retourner un utilisateur. Donc, on ne peut pas retourner un utilisateur si on n'est pas connecté. Et aussi, on ne peut pas modifier un utilisateur si on n'est pas connecté. C'est très important parce que lors du développement, nous allons voir comment protéger nos différents endpoints. Dans le password reset, la modification du password, on va envoyer juste le new password. On va juste envoyer le new password et on aura le statut, l'erreur ou un message. Ensuite, vous avez le profile upload pour uploader une image. Ça, c'est charger une image. Comme je disais, la route profile upload permet de changer l'image de profil d'un utilisateur. Et là, il faut toujours être connecté. Et ça va se faire en post. On a besoin du file, on a besoin d'un file, autant pour moi. Donc, on va envoyer
on va envoyer avec la requête, on va joindre un fichier, et on aura toujours le statut de la requête, les erreurs et le message. Quoi d'autre? On a ici profile, image avec le file name. Ici, on n'a pas besoin d'être connecté. On va faire un get. Là, c'est pour récupérer l'URL de l'image du profil. Donc ça, c'est pour récupérer l'URL de l'image de profil. Mais là, on va envoyer un paramètre qui s'appelle le file name, c'est-à-dire le nom du fichier qu'on souhaite récupérer. Donc l'URL du fichier qu'on souhaite récupérer. Et là, on aura le statut, l'erreur ou le message toujours. Donc, on a aussi le send mail, profile send mail, pour envoyer le mail. On n'a pas besoin d'être authentifié. C'est vrai, c'est discutable, hein. Et on va le faire en post. Et là, c'est une route ou bien c'est un endpoint pour envoyer le mail. On aura besoin juste du mail de l'utilisateur et on aura les mêmes statuts, erreur, message. Enfin, pour les utilisateurs, on a le authenticate. Vous pouvez l'appeler si vous voulez check connection. Donc là, c'est pour vérifier si l'utilisateur est connecté. C'est une route qui va nous permettre de vérifier à chaque fois s'il y a un utilisateur qui est en session. Donc là, on n'a pas besoin d'être connecté et on va faire du get. Et ce get va nous retourner. On a dit get, c'est pour reprendre une ressource. On va retourner un utilisateur qui est en session, donc le user connecté ou bien nul s'il n'est pas connecté. Et là, on va un peu changer. On va prendre non seulement l'ID, on va prendre le statut connected ou true ou false, le profile image, donc l'image du profil de l'utilisateur si jamais il est connecté ou son username. Quoi d'autre? Ensuite, on entre dans les opérations sur les to-dos operation. Donc, on aura à faire /todos, donc on sera connecté en post pour ajouter un to-do. On va ajouter le content et le user ID qui est en train d'ajouter le to-do. Et on aura le statut, les erreurs et le message. Ensuite, on a to-do, to-dos tout simplement. On a besoin d'être connecté. On va faire get. Là, c'est pour avoir la liste des to-do ajoutée. On n'enverra rien, d'où le non. Et on aura ici, cette fois-ci, le statut, les erreurs, les data, puisqu'on veut récupérer les to-do. On va avoir un message également. Donc, le statut success ou failed, si on a récupéré ou pas les to-do. Ensuite, vous avez le to-dos /search point d'exclamation point Q égale à valeur. Donc là, c'est les query paramètres. Je vais vous montrer cela. Allons sur Google. Faisons une recherche, par exemple. Je vais faire une recherche sur React.js. Voilà. Vous voyez ici sur Google, par exemple, on a https google.com search Q. On a React plus JS. Donc, le mot-clé qu'on recherche ici, c'est React.js. Regardez, je vais essayer de faire, par exemple, Angular. Et là, vous avez Angular. Donc, ici, le Q, c'est un query parameters. Vous avez un autre query parameters ici. Est-ce qu'on peut avoir d'autres query parameters ici? Voilà, on a IE égale à UTF-8 pour l'encodage de caractères. Donc, le query parameters, c'est l'ensemble des paramètres que vous allez envoyer via l'URL directement. Donc ici, lorsqu'on va faire le search, on va plutôt envoyer un query paramètre Q qui va contenir le mot-clé qu'on souhaite chercher dans les to-do. Et là, l'objectif, c'est de retourner un ou plusieurs to-do qui ont cette valeur-là dans leur content ou bien dans leur description. Rappelez-vous, lorsqu'on faisait la recherche sur les to-do qui ont le mot-clé sport, par exemple. Donc, on va faire un get et là, on va envoyer le query paramètre 1 avec la valeur du query paramètre. Et là, le statut de la réponse sera, le format de la réponse aura le statut, les erreurs, le message et les data. Donc, un tableau de data.
Donc, les datas qu'on va retourner seront un tableau. Ensuite, vous avez to-do ID. Là, c'est pour retourner un seul to-do dont l'ID sera fourni ici. On doit toujours être connecté. Et là, le to-do ID sera le paramètre de la requête, en fait, les données qu'on va envoyer. Et on va toujours avoir le statut, les erreurs, le message et data. Quoi d'autre? Je pense qu'il y a to-do ID toujours, mais cette fois-ci en patch pour modifier un to-do. Vous avez to-do ID en delete pour supprimer un to-do. Vous avez to-do ID. Vous avez to-do. Je dis toujours to-do ID. Bon, vous avez to-dos, do, / to-do ID. Donc là, c'est do, c'est le verbe faire. Donc pour marquer un to-do comme complet, on va consommer le endpoint to-do / do / l'ID du to-do. Là, ça va permettre à ce que le to-do soit marqué comme terminé et on va envoyer son ID. On aura donc le statut, l'erreur et le message. Pour faire le undo, c'est-à-dire marquer le to-do comme non complet, s'il était complet, on va interroger notre endpoint. C'est vrai, on pouvait le faire sur un même endpoint. Et là, maintenant, l'idée sera d'interroger à chaque fois la BD pour voir si le to-do est marqué. S'il est marqué complet, on met à onComplete. S'il est marqué à onComplete, on met à complete. On pouvait utiliser un seul endpoint. Mais là, j'ai utilisé 2 endpoints. Donc là, il permet de remettre le statut du to-do en non terminé, du to-do qu'on va avoir l'ID, qu'on va envoyer l'ID. Et ici, on aura le statut, l'erreur et le message. Vous allez comprendre je vais expliquer en détail, comme j'ai dit, le format de réponse. Donc ici, on aura to-do. On a ici les deux derniers endpoints, to-do archive, to-do ID. Donc là, c'est pour archiver un to-do, vous avez compris. To-do, on a archive, c'est pour désarchiver un to-do. On doit toujours être connecté. Alors, pour le format de réponse, response format, nous allons avoir 4 éléments, le statut, le message, le tableau d'erreur, le dictionnaire d'erreur, les data. Donc ici, pour les statuts, nous aurons soit success, soit, ok, l'histoire ici me dérange, soit file, soit error. Donc le statut sera une chaîne de caractères qui va contenir success si jamais la requête a réussi, file si jamais la requête a échoué, error si jamais il y a un problème de nature qui n'est pas dépendant de notre application. Donc le code d'erreur sera 200, 400 ou 500. Ici également, je parlais tout à l'heure du code d'erreur. Donc voilà ici sur Wikipédia l'ensemble des codes d'erreur. Donc quand on renvoie le code 200, c'est qu'il y a eu succès de la requête. Donc c'est lorsqu'on aura success ou failed. Je vais renvoyer toujours 200 s'il y a success ou failed. Pourquoi? Parce que nous allons faire certains contrôles. Imaginez par exemple que le username ne soit pas correct. Certes, la requête a réussi du point de vue de notre application, mais il a échoué juste parce que le username n'est pas correct. Donc on va renvoyer file avec le code d'erreur 200. Donc, que ça soit success ou failed, on va renvoyer le code d'erreur 200 pour dire que oui, la requête s'est bien exécutée. Mais si maintenant, il y a un problème interne du serveur, par exemple, le serveur ne répond pas, on va renvoyer error. Par exemple, si on capture une exception, on va renvoyer error. Et là, on va envoyer un code 400 ou 500. Par exemple, le code 400 signifie ici que l'utilisateur est non authentifié ou bien l'accès est refusé, ou que la ressource est non trouvable. On peut utiliser 401, 403 ou 404. Par contre, vous voyez que le 500, 502, 503, c'est les erreurs du serveur. Le 504, le serveur n'a pas répondu. Donc, si on gère les exceptions, par exemple, la base de données n'est pas connectée, on n'est pas connecté à la base de données, ou que le serveur, on essaie de faire une requête, le serveur ne répond pas, on va envoyer plutôt 400 ou 500. Donc, on va renvoyer également un message en cas de succès, en cas de fail, en cas d'erreur. En cas de succès, échec ou erreur, on va renvoyer un message. On va renvoyer un dictionnaire des erreurs et on va renvoyer les datas. Bon, là, j'ai dit données à rénover, c'est à renvoyer.
Ok, ici, je vous donne un exemple. Exemple de réponse avec erreur. Avec erreur. Donc ça, c'est l'exemple de réponse. Je vais zoomer. Ça, c'est l'exemple de réponse qui a les erreurs. Vous voyez que c'est un JSON. Pour ceux qui connaissent le format JSON, si vous ne connaissez pas JSON, je vous conseille vivement de chercher sur Internet c'est quoi le format JSON. Donc, on aura le statut qui aura file et on aura le message pour nous informer que la modification a échoué. Et on aura le dictionnaire des erreurs où on a clé valeur. Donc, pour la clé username, ici, on nous dit qu'est-ce qui s'est réellement passé. Le username doit faire plus de 3 caractères, par exemple. Ici, pour l'email, on nous dit, par exemple, l'email est invalide. Pour le password, on ne dit rien. Ça veut dire que tout est bon au niveau du password. Mais comme le username et l'email ne sont pas conformes à notre requête, on renvoie le statut file. Donc, c'est nous qui contrôlons cela. On verra tout cela lorsqu'on va passer dans le développement. Et là, maintenant, ça, c'est l'exemple d'une réponse qui a réussi. Exemple de réponse avec succès. Et là, vous avez, je vais dézoomer ça un peu. Voilà, et là, vous avez le statut success. On a les data. Vous voyez un tableau qui contient des dictionnaires de données. Par exemple, ici, là, on a récupéré. Le message, c'est récupération de to-do fait avec succès. Vous voyez, donc, on a récupéré 2 to-do, celui-ci et cet autre to-do là. Et là, le message est à success. C'est vrai, je devais écrire cette date en chaîne de caractères, mais c'est pas grave. On va formater les réponses en JSON. Il y a un petit module sur Flask qui permet de formater la réponse convenablement au format JSON. Donc voilà les endpoints qu'on va développer. Je vous suggère de méditer si vous n'avez jamais développé une API sur ce fichier-là. Et si vous avez des API à développer, il faut d'abord designer cela comme ça, histoire de savoir quelles sont les données que vous aurez dans les requêtes et quelles sont les réponses ou bien le format de réponse attendu. Ça, c'est les contraintes minimales que vous devriez connaître avant de développer une API. Donc, on va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo pour entrer dans le vif du sujet.